pour les lives Facebook, aujourd'hui, après la semaine de la résilience, j'avais arrêté mes lives Facebook parce que trop de travail. Et cette fois-ci, je viens avec un nouveau ami du sommet de la conscience. On l'a découvert lors de la semaine de la résilience. Et pendant cette conférence, pendant sa conférence de la semaine de résilience, on avait tellement encore des choses à parler que je l'ai invité à poursuivre la conversation aujourd'hui. Bonsoir Yves-Marie Lourdes, comment ça va? Bonsoir Anna, merci pour l'invitation encore une fois. Alors, comme à chaque fois, je vais vérifier qu'on nous voit et qu'on nous entend avant de commencer à parler, ok? Alors, juste quelques instants pour savoir si nous sommes en direct. Je réfléchis ma page. Ok. Je ne vois pas. Nous ne sommes pas là. Ah si. Je vois qu'il y a déjà 31 personnes qui sont connectées. Ça arrive. Je vous invite à les maintenant 54 personnes qui sont connectées, de 60, de nous aider à faire beaucoup plus virale cette conversation en cliquant sur j'aime ou sur j'adore ou sur gré ou sur n'importe quoi, mais c'est à l'algorithme Facebook aime quand ça bouge. Et donc voilà une façon de faire cette conversation beaucoup plus visible. Alors, Yves-Marie, alors, juste avant de commencer, on va passer plus ou moins 40 minutes ensemble. Je vous invite, si vous avez des questions, à les poser tout de suite parce qu'il y a un temps mort entre le moment que vous faites la question, que ça nous arrive à nous, que je peux la poser et que Yves-Marie peut la répondre. Okay? Bon. Lors de cette conversation la semaine dernière, il y a eu plein de choses que je voulais parler avec toi. La première chose, c'est parler de l'éveil. On parle beaucoup de l'éveil. Il y a beaucoup d'attentes, d'intérêt aussi autour de l'éveil. Moi, j'aimerais connaître ta vision de l'éveil. Oui, merci pour la question Anna. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fantasmes autour de cette notion qu'on a tendance à idéaliser beaucoup, ou alors en tout cas à associer à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec, en tout cas, ce qu'on peut appeler l'éveil. L'éveil, on pourrait dire que c'est tout simple, en tout cas en tant qu'expérience. Le terme d'expérience est un peu ambigu, mais c'est vivre l'instant sans présence de l'ego. En regardant ce qui est en train de se passer juste maintenant dans une position de spectateur. Et c'est juste ça, cette expérience qu'on appelle l'éveil. Et je le dis vraiment avec ces mots simples, parce que ça nous est tous arrivé, pour la plupart, de vivre ces moments-là. C'est comme des moments où on se sent dans le flux de la vie, dans l'instant, et en même temps, le jeu est absent. Ça peut être des moments très simples, on est en train de conduire sur l'autoroute, ou voilà, on écoute une musique qui nous porte, et puis il y a un flux, il y a quelque chose. C'est une expérience détendue dans le rapport que j'ai avec l'expérience qui est là. La plupart du temps, quand je suis dans l'instant, je commente, ou j'ai un rapport de tension avec l'expérience. Je sais pas, je peux être dans mon salon, et puis j'ai une préoccupation qui est présente. Et cette préoccupation, j'en ai pas forcément conscience. Elle colore mon état intérieur, par exemple avec une émotion de l'ordre de l'irritation ou de la culpabilité, de la tristesse. Et au lieu de voir ou de sentir la tristesse, la culpabilité,
je vais comme être englué dedans. Alors, l'éveil, c'est comme voir la personnalité dans son jeu, mais la voir comme si j'avais fait un pas en arrière pour regarder depuis tout l'espace des commentaires, des émotions qui sont présentes, qui me viennent commenter ou créer un rapport de tension avec l'expérience qui est là maintenant. C'est un moment où je suis, un moment parfait, par exemple, un moment où je suis avec mon compagnon, ma compagne, on se regarde dans les yeux, puis pendant un bref instant, il n'y a pas d'envie d'autre chose dans l'instant. Je ne suis pas en train de penser à hier, je ne suis pas en train de penser à demain, je suis juste là dans l'instant, pleinement là. C'est ça qu'on appelle une percée ou une brèche. Et quand on entre dans la littérature spirituelle ou New Age, on va donner un sens transcendant à cette expérience et on va la commenter, on va l'associer à des expériences extraordinaires, à des visions, à des couleurs, mais des choses comme ça peuvent arriver, mais à la base, c'est juste avoir un rapport à ce que je suis en train de vivre qui est libre de cette tension de l'ego. C'est comme un rapport ouvert à l'expérience. Oui, ça arrive beaucoup. Par exemple, je me rappelle des moments à la plage, que le moment présent était parfait, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a un dessin qui a été fait par un philosophe allemand, je crois, qui s'appelle Ernst Mach, qui avait dessiné comme ça la vision de l'espace à partir de son œil. C'est-à-dire qu'il décrivait, il montrait la vision de l'espace ouvert. Il disait, regardez, il y a juste une expérience avec une image, éventuellement on pourrait rajouter des sons, des sensations, des pensées, mais il n'y a personne au milieu. L'expérience arrive comme ça, comme comme une apparition. Donc on pourrait dire que c'est une expérience dans laquelle il n'y a pas de tension, il y a une détente, il y a une ouverture, il y a une disponibilité, il y a ce sentiment de perfection, comme tu le nommes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être ailleurs. C'est un instant, on oublie le jeu, le petit jeu qui commente, qui évalue, qui est en train de créer des tensions qui lui font ne pas être complètement dans un rapport direct avec ce qui se donne là maintenant. Je ne sais pas si c'est Oui, clair. c'est clair, mais j'ai une question parce que je me demande que tout le monde ne la vit pas pareil. Par exemple, je me rappelle un moment très fort à la plage justement au Costa Rica avec mes enfants. J'ai eu un moment que tout me paraissait parfait, la lumière, le mouvement des enfants. Je les aimais tellement, la mer qui me... Mais c'était plus associé à la beauté dans mon cas. Oui. Et j'ai l'impression que d'autres personnes puissent la vivre avec des matières différentes. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, oui. On va avoir des mots différents. On trouve des livres qui font des recensions d'expériences d'ouverture comme ça dans la littérature à la fois philosophique, laïque. Comte Sponville, par exemple, le raconte très bien, le philosophe Comte Sponville. Il dit voilà, c'est une expérience qui se caractérise par une impression de très grande liberté, d'absence de pensée, de présence, d'absence de jugement. Mais voilà, on peut le qualifier de beauté, effectivement. Il y a souvent une forme d'émerveillement dans l'instant. Jean Quin disait qu'il avait eu son éveil. Lui, il était, je crois, sur les bords du Gange. Je crois que c'était le Gange. En tout cas, il était en Inde et il avait vu un groupe d'oiseaux se poser sur le fleuve. Et il avait dit, dans cet instant, j'étais les oiseaux, j'étais le fleuve. Il n'y avait plus de séparation entre moi et l'expérience. C'est comme, voilà, c'est un sentiment de totalité et d'unité aussi. Il n'y a pas cette notion, je suis dans le monde en train d'observer le monde. Il y a une apparition. Et vraiment, j'insiste sur le fait que si vous faites attention, ces expériences arrivent très très couramment en réalité. Sont assez courantes. La
moi, je me souviens de mon premier moment comme ça, je crois que j'avais 12-13 ans, j'avais eu un sentiment dans ma vie, c'est celui, en tout cas, dont je me souviens, où j'avais le sentiment d'être bien dans ma famille, bien dans le monde. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, quelques jours, mais à l'époque, j'avais pas du tout compris de quoi il s'agissait. Euh, J'avais attribué ça, peut-être que mes rapports avec les membres de ma famille étaient plus apaisés, ou qu'il y avait quelque chose de plus qui avait changé dans l'expérience. En fait, c'est des années après que j'ai vu, il y avait, pendant quelque temps, il y avait absence de mon petit jeu qui prenait la place à l'avant-plan. Et, et quand on commence à la qualifier avec des mots plus précis, cette expérience, on a des outils pour y revenir plus volontairement ensuite. Donc, mais l'expérience en elle-même, elle est très commune, en fait. Ces moments où on sort et on re-rentre dans l'expérience. Je te pose une question parce que je me rends compte que dans cette plage, j'ai souvent ce type d'expérience. Il y a des lieux qui peuvent nous faciliter ce genre d'expérience. Dans la littérature bouddhique, notamment, on dit souvent que si je me connecte à un espace extérieur qui évoque l'ouverture, par exemple la contemplation d'un océan, la contemplation du ciel, vous êtes au sommet d'une montagne et vous regardez, ça facilite l'association avec l'ouverture, c'est sûr. Donc, il y a une facilité à se sentir plus proche de la liberté si je suis au sommet d'une montagne, probablement, ou sur une plage magnifique avec une lumière qui fait ressortir les couleurs de façon intense. Il y a plus de facilité à se détendre en réalité, puisque c'est ça la question. Si je suis dans un rapport de tranquillité, de détente, j'ai plus de chances de laisser mon ego se reposer que si je suis dans une cave poursuivi par des bourreaux. Bon, voilà. Donc les expériences, les conditions, les circonstances qui sont propices à ces expériences sont des lieux où, en général, mon ego peut se trouver un peu en sécurité. Ça facilite en tout cas. Puisque je me détends. Quelqu'un qui se fait masser peut avoir des expériences de cet ordre, par exemple aussi. Par exemple, je me laisse aller complètement dans le corps et à un moment, paf, expansion, dilatation. Je ne fais plus la différence entre moi et le monde extérieur. Je suis un espace de circulation de sensations. Il n'y a plus cette image conceptuelle de la séparation entre mon corps et le monde extérieur. Il y a un flux de sensations. C'est une forme d'expérience pure sans sujet. Ou plutôt un flux d'expérience où il n'y a plus de séparation entre le sujet et l'objet. C'est pour ça qu'on parle de non-dualité. Donc toute expérience propre à m'amener dans cet espace de détente est propice à ouvrir ce type d'espace. C'est un relâchement de l'attention parce que, en un sens, le non-éveil est un effort permanent. Il me faut beaucoup d'efforts en réalité à chaque instant pour me défendre dans la vie. Je prenais l'exemple, par exemple, pour hier, me défendre, pour fuir, pour fuir, pour se préparer, pour anticiper. Hier, j'avais reçu un mail de mon assurance pour un dégât des eaux que j'ai subi. La réponse m'a pas du tout plu. Alors je sentais l'irritation en moi, la colère, et alors c'est pas très agréable. Et alors j'ai regardé cette colère qui montait. Il y avait de la violence qui pouvait monter. Et puis je me suis mis derrière et j'ai regardé. Il y a une boule de violence qui traverse l'espace là maintenant. Et j'ai regardé cette boule de violence comme on regarde un film, comme on peut regarder ou une œuvre d'art, ou un tableau, ou écouter une musique violente, on pourrait dire. Et je l'ai regardé de l'extérieur. Et tout d'un coup, ça devenait beau. Comme une œuvre d'art. Le regard artistique est souvent
associé à ce type d'expérience. Dans un des textes de Abhinavagupta, là, le maître du tantrisme cachemérien, Abhinavagupta dit le spectateur qui observe qui est en train d'écouter le jeu d'un musicien et est complètement touché par cette grâce de la musique, est plus proche de l'éveil que le yogi qui se concentre est en train de réaliser des grandes réalisations mystiques ou intérieures et de se les approprier. Alors que le spectateur, le pur spectateur, il est touché par la grâce, il ne se dit même pas « je suis un éveillé. Un éveillé ». Je crois que c'est dans le soufisme que, il me semble que c'est Ibn Arabi qui dit cette phrase, il dit si tu as vu Dieu et que tu sais que tu as vu Dieu, alors tu n'as pas vu Dieu. C'est, je trouve, une très belle description de la manière dont, dès qu'il y a un jeu qui se dit « ça y est, je suis éveillé », c'est fini. Il y a un agrippement à quelque chose. Il y a eu un commentaire, en fait. Le commentaire peut être positif ou négatif, hein, évidemment. Et souvent, on voit des éveillés qui ont eu, je ne sais pas, une expérience d'éveil. Et justement, ils se disent non éveillés, alors que j'ai l'impression que c'est des expériences qui sont des expériences temporaires, c'est-à-dire on peut avoir, comme tu dis, une ouverture, mais que ça va, pour beaucoup de gens, ça ne reste pas, c'est-à-dire cette ouverture se ferme, peut-être pas aussi fermée qu'avant, peut-être un petit peu plus ouverte, mais c'est pas pour autant qu'on est éveillé. Bien sûr, ça serait encore une étiquette à laquelle on s'associerait. Donc ça serait un commentaire. Je suis un éveillé. Si c'est présent, bah c'est que je suis associé à une qualité. Donc je suis plus un pur témoin. Et d'ailleurs, on retrouve cette notion à la fois dans la somatic experiencing, donc cette thérapie du traumatisme, et dans le tantrisme. Je parle du tantrisme parce que c'est une voie que je connais un petit peu. Et dans la somatic experiencing, on nous dit le rapport à la vie sain, c'est pas un état où on est tout le temps dans l'expansion. C'est un état dans lequel on est re-rentré dans ce mouvement d'expansion et contraction, le mouvement de la vie. Et on n'est plus figé soit dans un état d'expansion, soit dans un état de contraction, qui sont les traces du traumatisme. C'est la fixation qui nous empêche quelque part de vivre cette ouverture. Et Abhinavagupta dit la même chose dans le tantrisme, en disant que le mouvement naturel de la conscience, c'est d'être perturbé. Par exemple, je suis en train de méditer, puis j'entends une porte qui claque en bas, et hop, mon attention part, et se dit, tiens, il y a quelqu'un qui rentre. Et pendant un bref instant, je me suis évadé et contracté dans la perception que j'ai eue, et ensuite, je me relâche et je reviens au centre. C'est-à-dire que, en tout cas, selon cette description que je trouve assez juste, le mouvement de la vie, c'est je me perds dans l'identification et je reviens, et ça n'arrête jamais, ce mouvement. Et si j'idéalise un état qui serait un état de pure ouverture permanente, ça peut arriver, hein, qu'il y ait une ouverture qui dure. Mais la souhaiter, c'est déjà un commentaire qui m'éloigne. Ça crée une tension de souhaiter quelque chose d'autre que ce qui est présent. Okay. Alors que la fermeture psychologique, par exemple, ne m'empêche pas d'être dans l'ouverture. C'est-à-dire, comme je décrivais par exemple mon expérience de ce matin, je me sens en colère. Si j'ai une représentation de l'éveil comme étant un endroit où il ne doit pas y avoir de colère, ben je vais me battre contre la colère. Et je vais rajouter une tension à la tension. Mais si je constate simplement la colère comme elle est, je regarde, ah oui, il y a ce nuage de colère qui passe. Je ne dis même pas c'est ma colère, il y a un nuage de colère qui traverse l'espace. Ça crée une détente, c'est-à-dire qu'en regardant la fermeture, je suis dans l'ouverture. Mais si je suis fermé et que je veux m'ouvrir,
je suis encore en train de me fermer davantage à l'expérience. Je vois. C'est en ce sens qu'on dit, c'est pour ça que c'est pas une expérience en tant que telle. J'essayais de le décrire, c'est difficile avec des mots de décrire cet endroit, mais je préférais parler du thème de focalisation. On peut être devant le même paysage, puis on peut avoir le regard focalisé sur une partie du paysage, par exemple notre petit moi. Donc il y a une tension légère dans le cristallin de la pupille. Ou alors je peux ouvrir et avoir ce regard un peu panoramique qu'on décrit en méditation. Le paysage n'a pas changé, l'expérience n'a pas changé, mais mon rapport à l'expérience est détendu. C'est cette détente par rapport à l'expérience que moi, en tout cas, je qualifie d'expérience d'éveil. Je comprends. Merci pour nous donner cette accessibilité, en fait. Parce que, comme tu l'expliques, c'est quelque chose de très accessible. Ce n'est pas les éveillés qui sont quelque part là-haut, et à nous en bas. Donc, Oui, merci. En fait, quelque part, nous avons plus ou moins tous vécu, à un moment ou à un autre, ce type d'expérience. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et souvent, c'est vrai qu'on ne met pas notre attention dessus. C'est pour ça qu'on le vit quelquefois. On a l'impression d'avoir été absent, en fait. C'est ça qui est. On le vit dans l'inconscience, c'est ça. On le vit, comme on est très identifié à notre ego, on va se dire ah j'étais absent, j'étais pas là. Mais en fait on veut dire quoi par là? Ben, j'avais pas de pensée, j'avais pas d'émotion, j'étais rien en train de faire ou de prétendre. Mais en réalité il y avait présence. Et alors comme on met pas notre attention dessus, on a tendance à oublier ces expériences. C'est juste ça, on les vit subjectivement comme des moments d'absence. Et en fait, ce n'est pas d'absence du tout, c'est de présence. C'est ce qu'on pourrait appeler une pure présence, même si elle est il y a quand même expérience, il y a quand même un objet, mais c'est une présence ouverte, on pourrait dire. C'est vrai que je préfère presque le terme d'ouverture à éveil, parce que elle permet de ne pas s'approprier un statut d'éveillé mais plus il y a ouverture ou il y a fermeture dans le flux de notre expérience quotidienne. On est plus ou moins tendu, plus ou moins ouvert, et puis il y a des moments où l'ouverture devient tellement immense qu'il n'y a vraiment plus aucun commentaire et il y a ce sentiment de perfection. Alors, on va continuer à parler, mais avant de continuer, il y a déjà les questions qui commencent à arriver. Mais avant de continuer, je vous invite, mes chers amis, à nous offrir un j'aime ou j'adore. Nous sommes 169 personnes connectées. Je vois seulement 39 personnes qui ont cliqué sur j'aime et ça va faire que cette magnifique, belle conversation que nous sommes en train d'avoir avec Yves-Marie soit vue pour beaucoup plus de personnes. Alors, lors de la dernière fois, on parlait, avant de passer aux questions du public, j'aimerais te poser une question. On a évolué, c'est pour ça qu'on l'a ajouté de l'illusion de la séparation à la consciente unité et retour au monde. Parce qu'on avait l'impression qu'on passe de l'autre côté et il y a comme une espèce j'ai vu certaines personnes qui ont vécu ce genre d'expérience et qui sont restées un peu finalement comme décalées. Et tu voulais parler d'être dans cette présence et en même temps connecté au monde. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça? Qu'en effet, ce type d'expérience, quand on les reconnaît, donc il ne s'agit pas tellement que quand on les a, puisque, encore une fois, je crois qu'on les a tous à un moment ou à un autre, c'est plutôt quand on les reconnaît comme étant ce qu'elles sont. Alors on peut l'associer à, tout d'un coup, si on a entendu parler d'éveil ou qu'on rencontre quelqu'un qui nous dit « tu as fait une expérience spirituelle ou mystique », on peut se croire arriver quelque part. Et c'est vrai qu'il y a certains moments, ces ouvertures peuvent durer. Prétendre qu'elles dureront tout le temps, même chez des grands éveillés
Je n'en sais rien, parce qu'a priori, ça serait un savoir. Et je peux dire, ça fait 30 ans que je suis dans l'ouverture, pourquoi pas, si c'est vrai, mais ça ne présume en rien de l'instant d'après. Hein. Donc, tout ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a ouverture, là, maintenant. Mais on pourrait se focaliser sur cet état, et croire que c'est une fin en soi. Et quelqu'un qui en parle très bien, je trouve, c'est Jeff Foster, qui a eu plusieurs temps, justement, dans son processus aussi spirituel. Et quand il a connu cette première expérience d'ouverture, celle-ci a duré. Et il raconte avec beaucoup d'humour un moment quand il était avec ses colocataires dans son appartement. On lui disait, mais lui, il était en train de méditer et de planer au-dessus des eaux. Et un de ses colocataires lui disait, c'est super que tu sois éveillé, mais est-ce que tu pourrais faire la vaisselle? Parce que tu ne fais pas ta vaisselle depuis quelques semaines. Et il dit avec beaucoup d'humour, il relate sa réponse qui était, il n'y a personne ici pour faire la vaisselle. Et évidemment, ça devenait alors peut-être qu'il avait une expérience d'ouverture, mais alors fonctionnellement et relationnellement, il n'y a plus de relation non plus. Ça est devenu une séparation finalement. C'est devenu une forme de séparation, ouais. Et de fixation finalement à l'arrière-plan qui ne peut plus respirer entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Ce que j'appelle l'arrière-plan, donc c'est cet espace d'ouverture, et l'avant-plan, c'est le monde des objets, hein, les émotions, sensations, pensées, perceptions. Donc il y a fixation. Quand cette fixation devient... en soi, ce n'est pas un problème, mais ce que je crois, c'est qu'à un moment, il va y avoir à nouveau fermeture dans le processus, dans cette respiration-là. La question, c'est comment je vais vivre avec confort cette fermeture quand j'ai connu l'ouverture. Il y a un très beau livre d'un bouddhiste zen qui s'appelle Jack Kornfield, qui a écrit un très beau livre que tu as peut-être lu, Anna, qui s'appelle Après l'éveil, la lessive. Je ne sais pas si tu veux. Où il dit, voilà, le retour à la réalité et à notre humanité. Comment je fais pour inclure dans ma vie personnelle, individuelle, cette qualité de connexion, de lumière, de bonté, de beauté, de justesse. Et c'est en ce sens qu'à un moment, des personnes qui m'inspirent plus peut-être que les éveillés d'arrière-plan, aujourd'hui, parce que moi aussi j'ai été fasciné par les éveillés d'arrière-plan, mais c'est peut-être plus, vous voyez, les artistes ou les créateurs qui arrivent, ceux qui sont inspirés par manifestement cette qualité d'ouverture, des peintres comme William Blake par exemple, ou des poètes, des cinéastes. Moi je connais bien David Lynch par exemple en tant que cinéaste, qui est un grand adepte de la méditation transcendantale et qui très clairement crée à partir de cet espace de connexion et d'inspiration. Un espace où justement il n'y a plus de dualité. Il explique très bien dans certaines interviews comment il voit à la fois l'ombre et la lumière comme deux mouvements complètement complémentaires et nécessaires. Il dit l'ombre est nécessaire pour qu'on apprécie la lumière. Donc, effectivement, de l'extérieur, on peut se dire il y a de la noirceur dans certaines œuvres, mais cette noirceur, elle est transfigurée par son regard. Et des peintres souvent visionnaires ou des poètes visionnaires sont capables de décrire des choses sublimes, des choses, enfin, nous faire sentir le sublime à travers des peintures qui sont pas forcément, dont l'objet n'est pas forcément l'infini, la grâce, la pureté. C'est pour ça que j'ai tendance à penser qu'il y a deux types d'art. Il y a un art qui nous appelle à l'arrière-plan. On pourrait penser à, je sais pas, pour moi le musicien représentatif, ce serait Bach. Tu vois, la musique de Bach qui nous appelle au silence, à l'ouverture. Et puis il y a d'autres artistes qui nous amènent, je sais pas, un peintre comme Francis Bacon, par exemple, qui peint des choses objectivement glauques, mais peut nous apprendre à voir la beauté dans quelque chose qui est peut-être pas si évident à voir. Et là, il nous invite à faire le chemin du retour, c'est-à-dire à voir la beauté là où elle est. À un endroit où, si je vois un cadavre, par exemple, et que je suis identifié à mon corps d'être humain, le cadavre va me rebuter.
parce qu'il va m'évoquer la mort et le danger et l'insécurité. Ça va connoter chez moi beaucoup d'expériences de peur. Donc je ne vais pas avoir un rapport détendu à l'expérience, donc je ne vais pas en voir la beauté. La beauté, c'est un rapport ouvert à l'expérience qui est présente. Quand je ne suis plus identifié à un corps humain et que je vais voir juste ses couleurs, ses chairs, ses teintes, et ben je vais pouvoir être touché par une beauté de ce que j'appellerais l'expérience pure, sans commentaire. Et là, la beauté est accessible, parce qu'elle devient une forme de révélation, et je vais voir ce vert ou ce rouge ou ces formes qui apparaissent sont belles en elles-mêmes, quand je ne les commente pas de manière négative. Donc il y aurait une forme d'art qui nous appelle à l'arrière-plan, qui nous invite à faire cette première étape qui est l'ouverture. Et là, il y aurait une autre forme d'art qui nous guide vers conserver cette ouverture, même quand je redescends dans quelque chose qui est confrontant pour mon ego. Oui, je vois. Oui, je t'ai coupé la parole, tu voulais dire quelque chose? Non, il n'y avait plus rien qui venait là. D'accord. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Oui, mais j'ai envie de te poser une question personnelle. En fait, j'ai remarqué qu'après certaines expériences que j'ai vécues, les plus importantes expériences que j'ai vécues, une qui a duré 4 mois, par exemple, après ces expériences, j'avais des moments chaotiques dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai passé 4 mois. Je n'ai pas conceptualisé les expériences que c'était arrière, avant-plan, je sais rien. Il y a eu des ouvertures. La plus importante a duré 4 mois. Et en même temps, à la fin, mais ce n'est pas la seule fois que ça m'est arrivé, il y a un énorme chaos qui arrive dans ma vie. Est-ce que c'est souvent est-ce qu'on voit souvent ce genre de situation ou... Mais, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui décrivent, Jacques Kornfield en premier, comment le retour à l'identification, voilà, à la personne, est vécu comme extrêmement désorientant et souffrant. Et parce que relativement, j'étais dans un espace d'ouverture, donc j'ai l'impression d'une chute très forte à ce moment-là. Cette recontraction, et beaucoup de personnes ayant vécu des expériences d'ouverture comme ça, c'est pas rare d'entendre qu'elles ont parlé ensuite d'une expérience de dépression ou d'anxiété ou d'angoisse renouvelée après cette expérience d'ouverture gigantesque. Il y a un contraste qui peut être très fort. Ça peut être une explication. Encore une fois, j'en sais rien, il faudrait qu'on explore, tu vois, plus en détail. Mais il y a déjà cet aspect-là qui est souvent décrit. Je crois que quand Saint Jean de la Croix parle de la nuit noire de l'âme, il parle de ces moments où il y a eu cette intuition du divin, ou de l'être, et il y a fermeture relative. Mais cette fermeture relative est vécue comme une privation existentielle sidérante par rapport à cette paix, cette joie, cette beauté que j'ai contactée à un moment donné. Ça, c'est une possibilité d'interprétation. Et à l'appui de ça, même en somatic experiencing, quand on travaille sur les états de l'énergie, en fait, ces pulsations, contractions, expansion de l'énergie, dans une séance de thérapie, on va chercher à recréer le mouvement qui s'est figé dans le traumatisme. Donc il y a eu figement, et on va amener un peu de détente à cet endroit-là pour permettre à ce cœur qui s'est arrêté de se remettre à battre. Et très souvent, il y a donc un mouvement d'expansion. On appelle ça aller dans le bleu, dans le langage SE. Et ensuite, ce mouvement d'expansion, on sait qu'il va être suivi par un moment de contraction qui va être d'une ampleur comparable au mouvement d'expansion qui a eu lieu. Et l'inverse est vrai aussi. C'est pour ça que on peut... faut être assez prudent quand on accompagne ces mouvements-là. Parce que quand il y a un traumatisme fort, il y a beaucoup d'énergie verrouillée. Donc il y a possibilité d'une très grande expansion. Et c'est important d'accompagner la personne jusqu'à ce que les mouvements d'hystérésis, on pourrait dire en physique, c'est-à-dire la résonance inverse, ne déstabilisent pas la personne, ne viennent pas déconstruire ce qui a été fait. Et de dire juste à la personne, c'est normal, l'expérience de la vie, c'est une respiration.
c'est pas une fixation sur un état de béatitude et d'ouverture. À l'avant-plan. En tout cas, ça permet de déconstruire ces représentations qui rajoutent de la tension pour moi. Et beaucoup de livres je trouve, d'enseignants qui ont tendance à mythifier ou à dire l'éveil est un but et un état à acquérir, rajoutent une tension. Alors que le mouvement de la vie, pour moi, le rapport le plus détendu que j'ai, c'est quand je comprends que par moment, il va y avoir expansion, par moment, il va y avoir contraction. Quand je me détends par rapport à ces mouvements de contraction, notamment, ou d'expansion, j'ai beaucoup plus de chances de pouvoir être dans une posture non identifiée ou non réactive par rapport à la situation. Que finalement, c'est le mouvement de la vie, dilatation, contraction. C'est ça, c'est la respiration, c'est ça. C'est la respiration de l'univers. Alors, tu es d'accord de passer aux questions du public? Bien sûr, oui. Je vais te proposer de faire des réponses courtes pour que je puisse répondre au plus grand nombre. Alors, il y en a beaucoup. Suite à un burn-out, j'ai appris à observer et accueillir le plus souvent possible mes émotions, mes pensées, mes sensations. Ainsi, j'avance sur le chemin de la libération. Je souhaitais savoir comment je pouvais intégrer cette vigilance à moi-même quand je relationne avec des autres ou un autre. Tu as compris la question? Oui, tout à fait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'autant plus facile de rester dans cette ouverture que je me sens en sécurité. Donc si déjà j'ai un enjeu relationnel avec la personne, par exemple si c'est mon amoureux et que j'ai peut-être une petite insécurité affective, il y a un enjeu pour moi important, par exemple de séduction ou de rassurance, qui fait que c'est plus difficile avec une personne avec laquelle j'ai un enjeu intime qu'avec une personne qui est le postier, par exemple, chez lequel je vais chercher mon recommandé. Donc commencez avec des personnes, disons, plus neutres. Ne cherchez pas à être dans cette ouverture d'emblée avec votre conjoint. Si vous êtes sur un thème de jalousie, bon, c'est pas l'endroit le plus simple pour commencer. Plus le rapport est sécurisant, plus c'est facile. Et la suggestion que je vous ferais, ce serait de... C'est pour ça qu'on peut le faire très facilement, bon, entre guillemets facilement, avec un thérapeute, dans un stage, dans un endroit. C'est ça, la fonction du thérapeute, normalement, c'est de pouvoir créer un champ de sécurité et de liberté qui permet progressivement à la personne de lâcher les mécanismes de défense et de vérifier qu'en fait, on peut se relaxer ensemble et on est dans cette relation d'amitié et en tout cas de proximité. Et ça va aussi à l'appui, ça c'est l'école de Carl Rogers, la psychologie humaniste, qui je trouve dit quelque chose de très vrai par rapport à la fraternité spirituelle. Parce que si je suis dans une posture d'enseignant et de disciple, j'ai vu tellement de satsangs dans lesquels l'éveillé se tient au-dessus, l'éveillé entre guillemets, l'enseignant se tient au-dessus et les disciples sont en dessous, qu'on entend même dans les questions des disciples, entre guillemets, de ceux qui se mettent dans cette position de disciple, les tensions, la peur de mal dire, de mal poser la question. Il y a tellement de tensions. Et finalement, on reçoit des vérités. Mais dans mon expérience, c'est souvent un rapport simple et amical. D'ailleurs, c'était la définition de Jean Klein. Quand on demandait à Jean Klein qu'est-ce qu'un maître spirituel, je crois qu'il avait eu cette réponse magnifique. Il avait dit, c'est quelqu'un dont on a plaisir à être l'ami. Magnifique. On passe à une autre question, ça te va? J'avais pas complètement terminé de répondre, mais... Ah, pardon, excuse-moi. Non, j'entends que la personne sera peut-être frustrée, mais l'idée, en gros, c'est quand vous êtes dans la situation, essayez de faire un pas en arrière, de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant. Si vous sentez que l'instant n'est pas parfait, regardez, sans rien essayer de changer, qu'est-ce que je suis en train de me dire? Qu'est-ce que je suis en train de sentir dans mon corps? Qu'est-ce que je suis en train de sentir en termes d'émotion? Juste ça. Et d'essayer de faire un pas en arrière, comme si vous sortiez un peu de l'écran. Voilà, juste ça. Essayez d'être témoin de ce qui est en train de se passer. Mais ne pas chercher à changer quelque chose dans l'expérience. Si vous voulez le changer, vous constatez ce mouvement-là. Ah, je suis en train de vouloir changer quelque chose. Ou je suis en train de vouloir un résultat. Ou je suis en train d'avoir une attente avec cette personne. Voyez l'attente
sans chercher à l'enlever, par exemple. Je fais court, hein. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais cet effort pour résister ne se ressent que lorsque on parvient à s'en sortir. Je crois que c'était tout à l'heure que tu disais que c'était un... Tu comprends? Tout à fait. Et c'est vrai, c'est exactement ça. C'est ce que je disais, je crois, dans la conférence de mercredi, je crois. On ne peut pas faire la différence entre un figement, une dissociation et une ouverture tant qu'on est dedans. Donc je ne suis pas conscient que je suis tendu avant de m'en rendre compte. Souvent, ça peut être dans un massage ou dans une séance de thérapie. Tout d'un coup, je prends conscience que j'ai les poings serrés, mais je m'en rendais pas compte. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas. Et à un moment, je vois que j'ai les poings serrés. Et par exemple, le thérapeute va demander à la personne, voilà, juste constater que vous avez les poings serrés. Et ce constat est le début de la relaxation. Mais si je dis desserrer les poings, je vais pas accompagner le mouvement, vous voyez. Je suis en train de vouloir changer ma situation au lieu de juste mettre dans le regard, mettre dans le champ de mon regard une expérience que je n'avais pas conscientisée ou vue. Elle était à l'ombre, en fait. Hein. Et le simple fait de mettre l'ombre ou l'attention en lumière suffit à la dissoudre. Il n'y a pas à changer quoi que ce soit. La lumière de la conscience suffit. C'est vraiment ça le point essentiel. Il n'y a rien à faire, il y a à voir. Et la vision change. En fait, la vie est plus simple que l'on pense, finalement. Ben, c'est ce que disent à peu près tout le monde. La vie est simple quand on est arrivé. Je dis rien de nouveau, mais c'est ça qui me vient. Ouais. Alors, quelqu'un qui fait un commentaire très rigolo dit, finalement, Dieu est comme notre ombre. Il nous échappe dès que vous l'attrapez. Exactement. C'est le point aveugle qui nous échappe. C'est pour ça que tous les mystiques disent, parlent de lui comme l'ineffable, l'indicible. Si je cherche à le regarder en face, je le perds. Si je regarde ce qui m'empêche de le voir, je le trouve. C'est le sens des mystiques qu'on appelle apophatiques au Moyen-Âge. Hein. C'est des voies négatives. Je regarde ce qui m'empêche plutôt que de chercher à aller vers. Et je lâche. C'est voir et lâcher. Merci. C'est-à-dire que ce n'est pas s'attacher à ce genre de... Non, c'est ça. Les deux temps sont importants. C'est le voir et puis le laisser aller. Et pour le laisser aller, en fait, laisser aller, ça veut dire quoi? C'est pas une action. C'est juste repérer si dans mon rapport à ce que je suis en train de sentir, est-ce que j'ai un rapport de préhension, de désir, je voudrais ça, plus de ça, ou j'ai un rapport de rejet et je n'en veux pas. Et je constate simplement ce mouvement. Et ça, je fais un pas en arrière et je regarde ce mouvement d'appropriation ou de rejet. Et je regarde si je peux rester sans commentaire face à ce mouvement-là. Et en même temps, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, c'est que ces expériences sont divines, si on peut dire. Et donc, j'entendais, j'écoutais ça, des gens qui disaient, mais ne t'attache pas. Je dis, oui, mais c'est tellement bon, tu vois. Et au début, je crois que c'est comme un processus qu'au début, on a envie de refaire l'expérience, de que ça arrive à nouveau, etc. Et à un moment donné, je suppose que le lâcher arrive, mais... Le lâcher vient à l'instant où tu vois que tu es en train de vouloir t'attacher. Quand tu vois tout d'un coup, je suis en train de chercher l'expérience, à ce moment où tu le vois, tu es en train de lâcher, en fait. Ok, donc en fait, c'est même pas de lâcher, sinon d'être conscient. D'être conscient de ce qui se passe, en fait. Un philosophe disait, l'état d'éveil, c'est juste un état où vous êtes conscient de ce qui se passe. C'est tout simple. Si tu es en train de lâcher, si tu es en train de t'attacher, et puis au moment où tu vois que tu t'attaches, tu cherches à relâcher, mais que tu n'en as pas conscience, que tu es en train d'essayer de te détendre, tu es encore dans une tension. Donc tu fais un pas en arrière et tu vois, je suis en train de vouloir me relâcher. Ouf. Et je souffle et je relâche. Merci encore pour cette accessibilité, honnêtement. Je crois que ça va détendre beaucoup de monde. C'est le but. Hein. Ok.
Alors, je continue. On n'a pas beaucoup de temps, mais je crois que dans le temps, pour une question de plus. Alors, je ne sais pas si tu vois une de ton côté. Il y a beaucoup de commentaires et du coup, je ne trouve pas les questions. Oui, je regarde. Qu'est-ce que cette expérience peut s'apparenter en... Ah oui, est-ce que cette expérience peut s'apparenter en état de grâce? Oui, tout à fait. Ça peut être un des mots qu'on peut poser sur ces instants d'ouverture. Et oui, complètement. Complètement. Okay. Alors, n'est-ce pas, ça passe rapide et je perds n'est-ce pas ce qui se passe quand l'expérience d'éveil est récupérée par l'ego? Alors, Il y a une phrase, oui, j'en vois une là, par exemple, c'est n'est-ce pas mieux laisser faire que lâcher prise? C'est complètement équivalent, hein. Lâcher prise, c'est je suis une personne qui s'accroche ou qui rejette. Laisser faire, c'est me lâcher de l'identification. Je fais, je suis en train de faire ou je ne fais pas. Ça peut, suivant le rapport que vous avez à l'expérience, ça peut être vécu comme un laisser faire ou un lâcher prise. Sachant qu'il y a une très belle phrase de la Bhagavad Gita, hein, dans l'enseignement que donne Arjuna à Krishna, je la cite souvent, désolé, mais celui qui voit la vérité sait qu'il ne fait rien. C'est-à-dire qu'il sait que ça apparaît. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de fabriquer quelque chose, ça apparaît. C'est pas moi qui pense, il y a des pensées qui arrivent. C'est pas moi qui suis en colère, il y a de la colère qui traverse. C'est pas moi qui suis en train d'écrire ce livre, un livre en train de s'écrire, etc. Et cette humilité par rapport à l'action, je parlais Maître Eckhart mercredi, hein, ce sermon sur la pauvreté en esprit, ne rien faire, ne rien avoir, ne rien savoir, recrée ce rapport de grâce et d'innocence à ce qui arrive. Donc oui, ça peut être un laisser-faire, ça peut être un laisser-être, ça peut être, voilà, les mots. Finalement, c'est ça, c'est une cessation de quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de faire ou d'être ou de savoir qu'il suffit que je repère pour cesser de le nourrir inconsciemment. merci. Alors, on n'a plus de temps, malheureusement, parce que je vais continuer des heures à parler avec toi. C'est fascinant. Il y a quelqu'un qui dit, je vais finir avec un commentaire de quelqu'un qui dit, je suis en train de m'éveiller homéopathiquement. Je suis en train de m'éveiller, pardon. Homéopathiquement. Génial. Ça commence exactement comme ça. Ouais. Ouais. Et ça finit comme ça d'ailleurs aussi. Oui, je voulais te le dire avant de finir. Donc, sous cet éclat de rire, je te propose de nous arrêter, mais c'est sûrement une conversation qu'on va continuer parce que je vois que tu as énormément de questions. C'est un sujet qui intéresse. Et je trouve intéressant que ça intéresse justement parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui aspire aussi. Oui, et je crois même qu'on peut être intéressé par cette question-là, qu'on soit dans des représentations spirituelles ou pas, parce que finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la question de la paix, de la sérénité, de l'intensité de la vie aussi, parce qu'il y a une question d'intensité dans ces espaces-là. Quand je vois sans commentaire, les couleurs sont plus vivantes, les sons la beauté est encore plus visible, tu le disais, Anna. Donc c'est une question qui concerne aussi bien des personnes qui peuvent être d'inspiration laïque ou athée ou spirituelle, et on n'a peut-être pas forcément besoin de donner d'alimenter ça avec d'autres représentations conceptuelles ou religieuses.
pour être intéressé par ce sujet. Ce que je voulais, juste pour conclure aussi, Anna, je disais que ce thème-là m'intéresse beaucoup, ce thème de la redescente dans la vie. Donc, je prenais l'exemple de l'artiste, hein, et le petit groupe dont j'avais parlé mercredi, que je suis en train de monter, qui s'appellera Psycélium, ça aura pour objet, quelque part, de venir explorer comment je mets ensemble ces expériences d'ouverture, de conscience, avec une vie vraiment engagée et impliquée dans le corps, dans mes émotions, dans ma créativité, dans mes engagements dans la vie. Et pour ce faire, c'est pas encore lancé, hein, comme initiative, mais si ça vous intéresse, vous pouvez laisser vos coordonnées sur le site psycelium.com, psycelium.com. Et ça sera en gros des espaces où on combinera des espaces de méditation avec des espaces où on se met en cercle, hein. On part d'un cercle en tout cas, et on explore tout ce qui est possible sans limite. Et l'idée, c'est vraiment d'aller autoriser notre vivance, notre créativité intérieure s'exprimer, voilà, dans cette connexion mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être à d'autres moments. Mais je te le redisais. Mais en tout cas, aussi, les personnes qui veulent rentrer en contact avec toi, il y a ton site web. Ouais, j'en ai 3. Donc, il y a Navatantra, nava-tantra.com. Et il y a mon site de thérapeute qui est yvesmarilour.com, yvesmarielhour, sans tiret, sans apostrophe.com. Et le dernier, donc Psycelium, psycelium.com, mais qui n'est pas encore en ligne, mais sur lequel vous pouvez déjà me laisser vos coordonnées si vous êtes intéressé pour être tenu au courant. Merci, mon cher. Je t'inviterai. Merci beaucoup, Anna. Je vous promets que je l'inviterai plus tard pour continuer cette conversation. Merci parce que moi, je ressens une détente. Quand j'ai commencé l'interview, je me suis vue sur la vidéo et je me voyais que mon visage est un peu ma coiffure à la Wally Simpson. Et là, je ressens une détente intérieure. Donc, non, mais je te jure, c'est le truc. Donc, je vous invite à revoir cette interview et à vous laisser, si vous ne l'avez pas senti déjà la première fois, et si vous voulez le ressentir, à la regarder en vous laissant imprimer par, je sais pas, par une fréquence, par quelque chose qui est là, et que j'ai beaucoup apprécié. Je te dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt. Je vous tiens au courant. Pour la suite, dernière chose, partagez, parce que, rappelez-vous, je vous le dis à chaque fois, je vous le répète, des conversations comme ça, des échanges comme ça, peuvent parfois toucher profondément une personne et changer la vie. Et parfois, bouger votre petit doigt peut changer vraiment la vie d'une personne. Donc, je vous dis à très bientôt et à très bientôt, Ismaël. Merci beaucoup à tout le monde. Partagez.